Nous sommes quelque part entre l'Ardèche et les Hautes-Loire, territoire des ramasseurs et amateurs de champignons. C'est là que le collectif Mycorhize a posé, le temps d'un week-end, ses paniers et ses caméras pour organiser son forum numérique de mycologie. Accompagné de grands connaisseurs de la fonge, comme l'agronome Jean Rondet, les chefs étoilés Jacques et Régis Marcon, le biologiste Marc-André Sellos et le cueilleur professionnel Jérôme Legros, ils ont pu faire découvrir le parcours des champignons de la forêt à la cite. Vous voyez? Alors ça c'est un balai de sorcière qui fonctionne actuellement. Alors, on en verra peut-être des plus beaux. Hein. Très souvent comme ça, il y a ce tas de branches qui part en toutes les directions. On dirait qu'il y a un nid là, tu vois. On dirait une sorte de nid là. On va aller ramasser quelques champignons. Alors on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de champignons dans cette forêt. Mais pour un mycologue, il y en a plein. D'ailleurs, il suffit de regarder par terre, moi j'en vois plein. Je ne sais pas si vous les voyez là. Il faut peut-être s'approcher un petit peu de cet endroit. Moi là, il y en a plein, mais je ne sais pas si vous les avez repérés. Alors bon d'accord, c'est pas des champignons comme on s'y attend, mais c'est quand même des champignons. Et oui, les fameux lichens. Alors ces lichens là, c'est des champignons, hein, et c'est des champignons qui sont associés à des algues, donc ça explique leur couleur verte. Et non seulement ça explique leur couleur verte, mais ça explique aussi comment ils vivent. Bon là, les branches sont tombées à terre, mais ils vivent sur les branches simplement parce que les algues font la photosynthèse. Eux, ils emballent les algues. Et puis, ils leur amènent des sels minéraux et des ressources, notamment de l'eau, dont elles ont besoin. Donc là, ce sont des champignons. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on voit le champignon en entier. Ça, c'est la forme du champignon. C'est vrai, souvent, le champignon, on dit c'est des filaments microscopiques sous terre. C'est ce qu'on appelle le mycélium. En fait, d'habitude, on ne le voit pas physiquement, le champignon. C'est un truc filamenteux, invisible, qui occupe le sol, qui occupe l'arbre. On ne le voit pas avec les yeux. Ben là, on voit tout le champignon. Alors ça, c'est un lichen qui est ramifié, un petit peu farineux. Alors, la farine qui se détache quand on touche, c'est juste des petites parties qui tombent et puis qui vont s'installer ailleurs et multiplier en fait le lichen. C'est juste de la reproduction asexuée. Et quand on retourne dessous, par contre, c'est noir. C'est noir en dessous. Et ça, c'est Pseudevernia furfuracea. C'est un lichen qui est proche d'un autre lichen qu'on a plus bas en altitude et il le remplace quand on monte. Je ne sais pas combien on est là, mais souvent le remplacement se fait vers 800 mètres. On est à combien là? 1100. Ouf, c'est bon. C'est pas une science exacte cette histoire-là. Donc on est à 1100 mètres et effectivement dans la zone où il y a Pseudevernia furfuracea, il remplace ce qu'on a en plaine, qui est un lichen qui est, il est vert dessus et en dessous par contre il est blanc quand on le retourne, qui est le Evernia prunastri. Et les deux sont utilisés sous le nom de mousse de chêne en parfumerie, où les extraits qu'on réalise sont à la fois des antioxydants, donc des stabilisateurs des parfums, et puis ont aussi des notes aromatiques intéressantes de mousse de chêne. Si on sent ce lichen d'ailleurs, une espèce d'odeur de sous-bois, qui est cette note de mousse de chêne en parfumerie. Donc c'est utilisé en parfumerie, et d'ailleurs il y avait plusieurs milliers de tonnes qui étaient récoltées jusqu'à une date récente. Mais maintenant on récolte plus trop pour la raison suivante, c'est qu'en fait c'est un peu allergène. Et donc les doses autorisées dans les parfums ou les cosmétiques ont vraiment chuté et ça a été remplacé par des produits synthétiques où il y a les principes actifs sans les principes allergènes. Pour dire que les molécules qui sont là-dedans ne sont pas forcément bonnes pour la santé, et puis pour terminer sur ces lichens qui, comme ceux des Evernia furfuracea, donc s'appellent des mousses de chêne, pour terminer, il faut savoir que on les broyait à l'époque classique, et la fameuse poudre qu'on mettait sur les perruques, eh bien, ça contenait notamment du lichen broyé. Et ça avait non seulement un rôle dans la structure, mais c'était surtout un rôle antimite. Parce que ça, c'est bourré de molécules pas très très bonnes pour la santé. Bon d'accord, elles sont odorantes, mais elles ne sont pas très très bonnes pour la santé de qui agresserait ces lichens. Et il y avait aussi de superbes petites, là elles sont belles comme tout, de superbes petites trompettes de cladonie. Alors là, cladonie, je ne vais pas risquer de mettre un nom. Hein. Autant Pseudevernia furfuracea, noir en dessous, c'est simple. Autant les cladonies, moi, je ne m'y risque pas. C'est joli. Donc, il y avait déjà des champignons. Ce qui est bien pour le mycologue, c'est qu'il y a toujours des champignons, même quand tout le monde s'emmerde. Alors, on va aller tout droit, là. Alors, c'est effectivement un champignon, c'est un polypore. Hein. C'est ce qu'on appelle le polypore du pin, Fomitopsis pinicola.
même si là, visiblement, c'était plutôt un sapin qui l'a attaqué. Alors je dis bien attaqué. Bon, autant le champignon qu'on voyait tout à l'heure, il vivait avec des algues, avec des échanges à bénéfices réciproques. C'est ce qu'on appelle du mutualisme, hein, l'un et de l'autre et vice-versa. Autant là, on est sur un champignon qui a attaqué et tué l'arbre, qu'il finit de manger maintenant que l'arbre est mort. D'une certaine façon, si c'est un animal, on dirait que c'est un prédateur, hein, puisqu'il tue et mange. Alors, je sais que c'est lui qui a tué cet arbre, pour la raison suivante, c'est qu'il y en a sur la souche et sur la partie, ce qu'on appelle le voli, la partie qui a cassé en haut, sur la souche et sur le voli. Il y a le même champignon qui est présent. Alors attention, le champignon il est présent dans l'arbre, c'est son mycélium, son microscopique et pas trop visible à l'œil nu, qui a tué l'arbre. Et puis là, c'est en quelque sorte son champ de victoire, hein. Là il est en train de se reproduire. Cette structure, et c'est ce qu'on va ramasser tout le temps, c'est la structure qui produit les spores. Ce qui est intéressant quand on regarde de près celui-là, cette structure-là, c'est qu'on voit qu'elle a commencé, regardez, à se développer, si vous vous approchez, elle a commencé à se développer clairement au début, avec le dos là, et la partie inférieure ici. Et puis maintenant, elle se développe perpendiculairement. En fait, donc ça a commencé à pousser, ça, avant que l'arbre casse. Parce que ces champignons-là, ils sont très organisés. Alors, on va y aller rigoureusement. Ces champignons sont très organisés, ils ont en fait une partie supérieure, avec une espèce de pellicule indurée, une chair qui ressemble à du liège, et puis des tubes. Et ils font une couche de tubes, bon, dans certains cas par an, d'autres fois une couche de tubes quand les conditions sont favorables. Et on voit très bien ces couches successives là, mais qui sont faites de tubes. Et dans les tubes, ils produisent des spores qui passent dans l'air et qui vont essayer de s'installer sur un autre arbre. Pour le coup, je soupçonne cette clairière dans laquelle on est d'être une zone où l'installation est réussie. Hein. Parce que cette clairière, elle est faite d'arbres crevés au bord. Et voilà. Phamitopsis spinicola, le polypore du pin, avec en dessous donc cette couche très claire, hein, sur laquelle on peut dessiner. Voilà. Et donc une morphogénèse qui, si jamais vous déplacez le morceau de bois, continuera l'année suivante en se réorientant par rapport au sol. Ce qui veut dire que là, il y a plusieurs années de croissance. Hein. Les spores sont fabriqués dans des structures qui peuvent être éphémères, c'est le cep qu'on ramasse ou la girole, ou qui peuvent être très durables. Et en fait, souvent, les structures qui produisent des spores sont très durables quand le champignon est un champignon dont le mycélium lui-même est très durable. Et là, il est durable le mycélium, puisqu'il a tout ça à manger. Donc il a le temps d'alimenter la croissance pendant plusieurs années de la structure produisant des spores. C'est moins vrai pour d'autres champignons qui vont avoir des parties productrices de spores beaucoup plus réduites. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui arrive très souvent aux arbres, hein, de se faire bouffer par les champignons, c'est la cause majeure de mortalité des arbres en forêt. Avec l'âge, ils finissent comme ça en général. Alors là, on a un joli spot de fausse girole. Alors, cette fausse girole, beaucoup de gens l'évitent, mais en fait, elle est comestible. Simplement, elle est vraiment sans intérêt. Alors, la fausse girole ressemble vraiment à une girole. Elle a la belle couleur, mais elle n'en a malheureusement pas le goût. Et quand on la retourne, on voit qu'en dessous, elle a des vraies lamelles. Alors, vraies lamelles, fausse girole. Si les lamelles sont des replis grossiers, donc si ce n'est pas des vraies lamelles, c'est une vraie girole. Fausse lamelle, vraie girole. Vraie lamelle, fausse girole. Bon, c'est comme ça, c'est pas vraiment bien fait. Ça a la réputation dans certains ouvrages d'être hallucinogène. Beaucoup de mes étudiants ont essayé et m'ont garanti que ça faisait rien. Voilà. Alors c'est un champignon par contre qui est pas toujours, il est pas génial parce qu'il a tendance à vieillir sans perdre de sa prestance. Et donc on peut avoir des trucs comme ça qui sont tout vieux, tout crevés, il y a plus de cellules vivantes donc il n'y a plus de goût. Et ils ont commencé à pourrir à l'intérieur, ce qui n'est ni très sain pour la santé, ni très bon goût. Donc c'est pas non plus un comestible remarquable. Lui c'est un champignon qui dégrade la matière organique, mais on en reverra plus tard. Toujours avec des belles couleurs. J'ai par ici, oui. Encore la même couleur. Hein.
un joli champignon à forme ramifiée. Alors lui, il forme ses spores à la surface des ramifications. Dans un champignon à la lamelle, c'est formé à la surface des lamelles. Ça, c'est la calocère visqueuse, Calocera viscosa. Alors on va essayer de la dégager avec sa base, parce que pour le coup, il y en a en dessous aussi normalement. C'est pas très facile, mais vous voyez que c'est souvent prolongé par une partie blanche en dessous. Et c'est un champignon tout gélatineux. C'est marrant. Parce qu'il y a beaucoup de champignons ramifiés qui appartiennent à d'autres groupes, mais qui ne sont pas gélatineux comme ça. Là, la calocère, elle se perfectionne parce qu'elle est hyper gélatineuse. Elle n'a pas beaucoup de goût. C'est toxique apparemment. Mais elle contient des tanins. Bon, les tanins, c'est des, ce qu'on appelle aussi les polyphénols, hein, c'est des molécules qu'on trouve dans les végétaux et dans les champignons. Et ils sont assez indigestes, enfin, ils sont surtout assez corsés pour le tube digestif, ils provoquent des diarrhées. Et ça fait que les calocères étaient utilisés à une certaine époque comme vermifuges. Bah oui, parce que avec le flux un petit peu accéléré, les vers ils avaient du mal à se cramponner et ils partaient. Voilà. Beaucoup de vermifuges classiques étaient juste des choses qui collaient des diarrhées. Hein. C'était simplement des aliments. Comment dit-on quand ça va des diarrhées? Laxatif. Laxatif, voilà. Bon ben voilà un laxatif. Alors celui-là, il se nourrit, on le trouve sur des souches. Alors on va dégager cette souche-là. Voilà, des souches en décomposition. Et pour le coup, lui, il se nourrit de bois mort. Alors là, superbe image, on voit très bien la partie blanche en dessous. Là, et qui en fait fait la connexion entre la partie productrice de spores, et le mycélium qui est dans le bois et qui est en train de décomposer ce morceau de bois mort. Alors, juste une chose, j'ai goûté ce champignon et on peut goûter en Europe au moins tous les champignons, du moment qu'on les recrache. Même les plus toxiques ne sont pas toxiques par contact. Hein, ils sont juste toxiques si on les ingère et si leurs molécules passent dans le sang. Et les mycologues passent leur temps à sentir et à goûter parce que c'est vrai que la reconnaissance des champignons c'est souvent difficile, il n'y a pas beaucoup de caractères. Enfin, je veux dire, si on s'intéresse à des espèces tordues, hein, parce que bon, si c'est des trucs très simples comme ça va. Et donc, les goûts et les odeurs sont des caractères supplémentaires vraiment très utiles. Il y a quelques couples d'espèces, par exemple, on ne distingue bien qu'au goût. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner si les mycologues goûtent, mais simplement on reprend. Il ne faut surtout pas faire ça sur les plantes, par exemple. Si vous faites ça sur les plantes, vous avez une chance de tomber sur une plante qui vous collera des brûlures ou des lésions buccales. Mort, et d'ailleurs, il vient avec le bois mort, hein, et qui a la caractéristique d'avoir la base du pied un peu blanche. On le voit très bien là, hein, il y a un peu de mycélium blanc d'ailleurs à la base, et qui est un peu fauve, et surtout quand on le goûte, il est d'une amertume incroyable. Il est vraiment extrêmement amer. Alors, c'est un champignon qui décompose le bois et qui va en fait blanchir le bois. On voit très bien là que le bois devient très blanc, beaucoup plus blanc que n'est du bois ordinaire et surtout tout mou. Et ce bois blanchi et tout mou, là, c'est du bois dont il ne reste que la cellulose. Alors dans le bois, il y a deux grands composants, hein. Il y a la cellulose et la lignine. La lignine, c'est ce qui fait que le bois est dur et légèrement brun. Et la cellulose, bah, c'est comme une feuille de papier ou un Kleenex, hein. C'est quelque chose qui est mou. Alors l'un dans l'autre, le bois il est dur, mais là, le champignon attaque la lignine et il la décompose. La lignine, c'est un tanin géant. Quand je dis qu'il est géant, c'est que dans un arbre, où il y a une molécule, en gros, de lignine, tellement c'est relié dans tous les sens. Donc, tous les morceaux sont liés entre eux. Et ces champignons-là sont capables d'attaquer la lignine. On va y revenir. Les champignons sont les seuls organismes qui attaquent la lignine. Parce que c'est une molécule tellement complexe qu'il faut un équipement très spécial pour fabriquer des radicaux libres qui vont détruire la structure de la lignine. Il n'y a aucune enzyme qui en arrive à bout. Et les champignons sont les seuls à faire ça. Et du coup, ils font effectivement un produit dérivé blanc et mou qui est l'équivalent d'une pâte à papier. Il y a d'ailleurs des processus de fabrication de la pâte à papier qui sont basés là-dessus. On met du bois avec des champignons, les champignons mangent la lignine,
Et avant qu'ils ne passent au dessert, parce qu'en général après ils finissent en attaquant la lignine, avant qu'ils passent au dessert, bon, on chauffe un coup et on fait le papier. Bon là on le prend donc entre le fromage et le dessert en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a commencé à manger la lignine, mais il n'a pas fini son repas et il reste encore de la cellulose. Alors pour ce qui est donc de ce champignon, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que une partie des petits bouts de lignine qu'il dégage, qui sont des tanins, des petits tanins, en fait, il les accumule lui-même dans ses cellules, dans des compartiments abrités, pour en faire quelque chose, enfin, pour en faire une toxine, une protection. Et c'est ça qui donne ce goût un petit peu amer. C'est qu'il récupère une partie des petits tanins qu'il extrait de la lignine, non pas pour son alimentation, mais pour sa défense. Voilà. Donc le gymnopyle pénétrant parce qu'effectivement il a l'air de pénétrer dans le bois, et regardez, on voit même une partie du mycélium en bas qui est sous forme de cordon blanc. Alors ça on le reverra, le mycélium on l'a dit il est fait de filaments microscopiques, mais parfois il s'agglomère en filaments visibles à l'œil nu, et ça s'appelle des cordons ou des rhizomorphes dans certains cas. Ah ben là voilà, il y en a encore un, on voit très bien la papille blanche à la base, et puis on voit ici et là des rhizomorphes dans le bois, qui sont ceux, dans un bois qui est donc en train de blanchir, hein, qui sont ceux, regardez, hop là j'en sors un, des rhizomorphes qui sont ceux, hop là j'en ai un, je ne sais pas si on le voit bien, il est sur mon doigt, j'en ai un là encore, voilà, au bout de mon doigt, donc des rhizomorphes, c'est-à-dire du mycélium de ce gymnopyle pénétrant. Là on a quelque chose, alors on n'a pas le champignon, il n'a pas formé la partie qui fabrique les spores, on va l'appeler une fructification cette partie, ce sera plus simple entre nous. On n'a pas la fructification, donc on ne le voit pas, mais moi je sais qu'il y a un champignon là parce que j'ai du bois qui se débite en cubes. Il se débite en espèce de petits cubes, ou en tout cas en forme polygonale, et il est très brun. Et il est quand même encore dur. Donc là c'est un bois dans lequel un champignon a commencé à manger la cellulose, et il a laissé la lignine, en l'altérant un peu, ce qui l'a roussi. Il l'a un peu abîmé, mais pas consommé. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pourriture brune, ou pourriture cubique, à cause de ce débit cubique. Hein. C'est quand le champignon mange les deux composants du bois dans l'autre ordre. Il attaque la cellulose d'abord, et puis il laisse la lignine. Et d'ailleurs, en général, dans ces cas-là, c'est pas lui qui finit la lignine, parce qu'il ne sait pas la manger, en fait. Voilà. Alors, cellulose et lignine, bah, ce sera un autre champignon, puisqu'il n'y a que les champignons qui digèrent la lignine. Mais après, ce sera, bah, c'est qui veut, quoi, qui sera là. En tout cas, c'est important parce que là, lignine et cellulose, regardez autour de nous, la biomasse des écosystèmes, en fait, c'est surtout du bois, des nervures, des choses comme ça, des branches. 90% de la biomasse vivante sur Terre, c'est de la cellulose et de la lignine. Donc, quelque part, on voit qu'ils sont en train de recycler ce qui est un composant essentiel de nos écosystèmes et qui est produit en très très grande quantité. 900 milliards de tonnes de lignine produites par an, et autant d'ailleurs décomposées par les champignons. Pour la cellulose, je n'ai pas vraiment de chiffres, mais je pense que c'est facilement le double. Voilà, donc ce rôle de décomposeur est très important puisqu'il permet petit à petit que tous ces débris qui tombent par terre soient recyclés. Et ça, c'est un rôle des champignons où ils sont aidés par les bactéries, et c'est un rôle qu'on a tendance à oublier, mais c'est une fonction écologique majeure. La preuve, c'est qu'en ville, ou sur le gravier de votre jardin, il faut balayer, il faut enlever les feuilles mortes, il faut enlever les débris. Dans la nature, Dieu merci pour l'ENF, on n'a pas à balayer, on n'a pas à enlever les débris, ils sont consommés, ils sont digérés par le sol. C'est une des grandes fonctions des champignons, ça. Et des microbes en général du sol. Très intéressant, qui est aussi lié à un champignon, qu'on appelle un chaudron. Alors le chaudron, c'est la cicatrice de quelque chose, j'en cherche autour mais j'en vois pas, on en verra peut-être en se baladant plus tard. C'est la cicatrice de ce qu'on appelle un balai de sorcière. C'est-à-dire qu'à un moment, et beaucoup de conifères présentent ça, il se met à y avoir plein de ramifications à un endroit. Les branches prolifèrent et ça fait un espèce de gros tas. Et dans l'imagerie populaire, comme ça on ne l'expliquait pas, on expliquait ça par les sorcières. Bon. Alors ça, c'est le cas où ça a cicatrisé après. Ça a été rangé et l'arbre a continué à pousser. Mais ça laisse cette espèce de grosse déformation. Et ça, c'est des champignons qui font ça. C'est des champignons qui sont proches des rouilles. Les rouilles sont des champignons qui font une espèce de poudre un peu rougeâtre, hein, en parasite sur des feuilles.
et c'est des Melampsorella, Caryophyllacearum. C'est des champignons qui vivent dans ces tissus sans les tuer, mais qui les font proliférer, ce qui est une façon de faire proliférer leur garde-manger, en produisant une hormone végétale qu'on appelle la cytokinine, qui est une hormone qui provoque le débourrage des bourgeons. Du coup, il y a les bourgeons qui partent dans toutes les directions. Et regardez, on voit très bien que ça a été le bordel là. Enfin, pardon, ça s'est passé bizarrement. Il y a des branches qui ont poussé dans n'importe quelle direction. Mais on est après l'événement, le champignon est sans doute mort, et il n'y a plus qu'une espèce de vaste cicatrice. Là-bas, il y en a un qui est beau. Est-ce qu'il y en a un plus beau? Ah oui, alors en base de tronc, là-bas, oui, je l'ai vu, il y a un truc qui n'est sans doute pas un champignon. Oh. Mixo. Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Fluo. Parce que, alors d'abord, il y en a des vieux. Il y a la génération d'avant, là, et la génération d'après. Alors ça, c'est des choses que les mycologues d'autrefois étudiaient et considéraient comme des champignons, mais on va voir que ça n'en est pas. Alors effectivement, ces petits pustules, là, si je les écrase, regardez, ça donne du jus. À ce stade, c'est pas encore mûr. Et à ce stade, chaque pustule est une seule cellule géante. En fait, ces organismes-là, ils font des spores comme les champignons, c'est-à-dire des petites particules qui seront dispersées et puis qui redonneront des individus. Mais quand ils vivent, ils ne sont pas filamenteux. Quand ils sont dans le sol ou dans le bois, c'est une espèce de gros crachat qui se déforme, translucide, et qui se déplace en se déformant, qui emballe des bactéries ou des petits débris et qui les digère. C'est une sorte d'amibe géante. Et de temps à autre, quand le milieu devient pauvre ou quand il fait trop sec, alors là c'est sans doute pas qu'il fait trop sec, il n'y a plus rien à manger et le cadeau de sauvetage dans ces cas-là, c'est de faire des spores qui vont être dispersés par le vent et aller ailleurs et redonner une amibe géante. Ce groupe d'organismes qui ne sont pas des champignons, ce sont les myxomycètes. Autrefois, alors mycète en grec ça veut dire champignon, donc autrefois en fait les mycologues les étudiaient, mais maintenant on les met à part parce qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir. Alors si on fait un petit arbre de l'évolution très simple, on a les animaux et un arbre géologique du vivant très simple, vraiment simplifié. On a la branche des animaux et ce qui est le plus proche des animaux dans cet arbre géologique, la branche cousine, enfin non, sœur, c'est les champignons vrais. Et ces deux branches-là ont un ancêtre commun, alors il y a sans doute un bon milliard d'années au moins, qui lui-même a plus tôt encore eu un ancêtre commun avec les myxomycètes. Les myxomycètes, c'est des lointains parents, mais ils sont plus loin de nous que les champignons, et plus loin des champignons que nous. Donc voilà, c'est des parentés un peu bizarres. Et puis après, tous ces gens-là ont un ancêtre commun avec les plantes, qui ont un ancêtre commun avec certaines algues, et tout ça un ancêtre commun avec les bactéries. Bref, c'est une autre histoire. Myxomycète, qui là n'est pas encore transformé en spore, et qui est donc au stade jeune. Ça, c'est l'Icogala epidendron. Et on a des plus vieux, là, dont il ne reste qu'un petit bout de l'emballage, parce que eux, ils ont mûri. Alors quand ça mûrit, je regarde s'il n'y en a pas des mûres autour, non. Ça devient brun en surface, et la poudre qui est dedans est d'un très joli orange-violet. Alors là, on a un groupe de champignons en touffe, d'ailleurs, ça va être leur nom, hein. C'est les ipholomes ou nématolomes en touffe. Ils sont jaunes, un petit peu plus orange à cœur, et surtout quand on les retourne, ils sont vert-brun. Hein, ce côté vert-brun, il va se pousser, d'être de plus en plus marqué de brun avec le temps, parce que les spores qui sont produites sur les lamelles sont brunes. C'est encore un de ces champignons, une extraordinaire amertume. Et là encore, c'est un champignon de pourriture blanche, c'est-à-dire qui transforme le bois en une espèce de résidu cellulosique qu'il consomme ensuite. Alors c'est un des champignons les plus communs. Dans une vieille étude anglaise, ils avaient montré qu'en divisant une forêt en parcelles de 50 mètres sur 50 mètres, on pouvait en trouver dans toutes les parcelles à la saison. C'est donc un des champignons les plus communs en forêt. Ma foi, quand il est très jeune, on peut voir que les lames sont protégées par un espèce de voile de filament, mais qui disparaît avec l'âge. Et là, on ne le voit plus guère, sauf
sauf qu'on devine les restes des filaments parce qu'on voit une zone noire là, une zone brune. Les quelques filaments qui restent, au bout de mon couteau, hein, les quelques filaments qui restent retiennent les spores qui tombent. Donc ça fait une zone un peu plus sombre. Mais enfin, là, ils sont trop vieux pour qu'on voit cette protection. C'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ça c'est des gymnopiles. En revanche, là-bas, ah oui, alors là, on a un petit... oui, si c'est un petit tricolome, avec une forte odeur de farine. Une petite, des lames très irrégulières là, c'est probablement Ustaloides, le faux tricolome brûlé. Voilà. Alors, avec les tricolomes, d'une part, et puis le champignon qu'on va voir là-bas, on rentre dans une toute autre catégorie écologique. Jusqu'ici, on avait des décomposeurs. Là, on a une vieille amanite, et quand on la soulève, voilà, on a ici des pieds qui, vous voyez, dans les deux cas, il n'y a pas beaucoup de feuilles mortes, mais il y a un petit peu du tout venant, et quand on touche avec les doigts, il y a à la fois de la matière organique et de la matière minérale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un lien spécialement aux feuilles mortes. Ces champignons-là qui ont un pied, alors que moi j'ai tendance à appeler un pied propre, ça ne veut pas dire qu'il est propre, mais on verra peut-être un peu plus tard la différence avec un pied sale. Ces pieds-là montrent que le mycélium, bien sûr, il est présent autour du pied et il va agréger un certain nombre de morceaux, mais il agrège le tout venant. Il n'est pas installé pour manger. Au contraire, ce mycélium se prolonge dans le sol et ce qui est très intéressant là, c'est qu'on le voit très très bien ici, il va coloniser, regardez, les racines des arbres. Et là, on a une racine qui était juste sous l'amanite et où on a le cotonnage blanc du mycélium de l'amanite qui est autour de certaines des racines. Ça s'appelle une mycorhize, ça, cette association entre les racines donc, des arbres ou d'autres plantes hein, et les champignons. Et c'est quelque chose qui est très important à la fois pour les champignons et pour les arbres. Alors pour les champignons, ça explique que vous avez des girolles, vous avez des amanites ou des cèpes qu'en forêt. Et que malheureusement, on ne sache pas les cultiver. Parce qu'en fait, c'est comme ça que se nourrissent ces champignons-là. Ils sont installés sur les racines et ils reçoivent des sucres de l'arbre. Alors, donc, malheureusement, c'est pareil pour les truffes aussi, hein, on ne sait pas les cultiver sans avoir un arbre. Bon. Et puis, pour les arbres, c'est vital parce qu'ils en ont à tout prix besoin. On sait que finalement, tous les arbres qui poussent autour de nous, si vous les mettez dans un sol complètement stérilisé, ils ne poussent pas ou ils poussent mal. Alors évidemment, comme il y a plein de ces champignons-là dans le sol, c'est jamais limitant. Il arrive toujours à se connecter à un champignon. Mais en réalité, c'est les champignons qui vont faire les courses dans le sol. C'est-à-dire que les racines des arbres qui nous entourent sont assez incapables d'aller chercher de l'azote, du phosphate et de l'eau dans le sol. Elles délèguent ça à un champignon, c'est de la sous-traitance. Hein. Le champignon fait des filaments qui prolongent la racine bien plus loin, pour un coût beaucoup moindre, parce que les filaments, on s'en souvient, sont microscopiques, alors que la plus petite des racines, elle fait quand même, allez, un centième de millimètre au moins. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire des filaments, et cette sous-traitance fait qu'en réalité, depuis des centaines de millions d'années, ces arbres s'appuient sur des champignons, et donc, ne savent plus exploiter les sols eux-mêmes. Une fois de plus, c'est pas grave, puisque dans ces sols, il y a toujours ces champignons, mais ces champignons-là, qui forment des mycorhizes, c'est quand même les 2/3 des champignons forestiers. Alors attention, c'est les 2/3 des champignons qu'on ramasse en forêt, mais pas n'importe quand. Là, il a commencé à pleuvoir il y a combien de temps? Une semaine, c'est ça? Une semaine? Un peu plus même. Ouais, 2 semaines. 2 semaines, 15 jours. Donc là, l'eau rentre dans le sol et elle va d'abord finalement humecter le bois mort, les feuilles mortes. Et elle va surtout favoriser le développement du mycélium et donc des fructifications, les parties charnues et visibles à l'œil nu, des champignons qui mangent de la matière morte. Ce n'est que plus tard qu'elle arrive plus en profondeur, là où il y a beaucoup de racines, et donc c'est un peu plus tard en saison qu'on voit vraiment le pic des champignons mycorhiziens. Alors d'abord, c'est bête pour nous, parce que ça veut dire qu'on ne va pas ramener de girolles et de cèpes aujourd'hui. Un mot de l'amanite tumouche? 2 mots même. Peut-être même 3. Bon, la première, c'est que vous voyez qu'il y a des limaces dessus.
Alors ça nous permet de parler de cette histoire, de savoir si les limaces mangent ce qu'on peut manger. Vous voyez, cette histoire qu'on peut finir ce que les limaces ont commencé. Ben non, parce qu'elles ne sont pas sensibles aux mêmes toxines. Et là, par exemple, ça c'est pas très bon, c'est pas mortel, mais c'est quand même assez indigeste, et on va le voir, neurotrope. Mais on a aussi des limaces sur les amanites phalloïdes, qui tuent quand même, bon an, mal an, 3 personnes par an en France. Et alors là, par contre, on a pratiquement toujours. Donc elles n'ont pas le même spectre connu, en termes de toxicité. Par contre, ça nous raconte une chose importante, dont on va peut-être reparler un peu plus tard, c'est que les champignons, quand on pense à l'écologie des champignons, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils mangent, quelles sont les conséquences pour la décomposition dans le sol, pour la vie des arbres. Oui, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'ils sont mangés, ils sont une source de nourriture. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir les gens qui courent en forêt avec leur panier, il y a des organismes qui complètent leur alimentation avec du champignon, la limace ou le mycophage. Il y en a d'autres, et on en reparlera peut-être un peu plus tard dans cette sortie, qui ne mangent que ça. Donc c'est aussi une source d'alimentation. Maintenant, l'amanite tumouche elle-même, elle se repère à sa belle cuticule rouge sur laquelle il y a des traces blanches. Là, elles ont été très lavées par la pluie, mais je suis en train d'enlever les dernières. Et ce champignon a beaucoup excité l'imagination populaire à cause de ses couleurs vives. Mais aussi, il a beaucoup excité tout simplement la cervelle de tas de gens qui l'ont consommé comme hallucinogène léger. À vrai dire, c'est pas un champignon dont il faut recommander la consommation, parce qu'en plus d'être hallucinogène, il contient tout un tas de produits qui provoquent des vasodilatations, des étourdissements, et puis aussi des diarrhées, donc c'est un truc super désagréable. Bon. Donc c'est vraiment pas un truc à recommander. Mais une fois séché et en s'étant habitué à ça après de longues années d'entraînement, c'était utilisé par des chamans pour avoir des hallucinations et voir des choses que les autres ne voyaient pas. Il semblerait que ça le fasse sans accoutumance. Mais il y a ce problème des effets secondaires qui fait que je ne souhaite à personne d'essayer. J'ai un ami avec qui je faisais mes études qui a essayé de faire le malin un jour. Et en fait, on s'en est aperçu parce que bon, il était à la limite de se rouler par terre au laboratoire. Il avait des étourdissements et il haletait comme un lapin en fin de vie. Donc c'était un peu l'horreur. Et il nous a avoué qu'il avait tenté un quart de chapeau d'amanite. Et effectivement, il a dit qu'il avait vu des couleurs bizarres, des sensations visuelles étranges. Mais surtout, il était mal foutu comme un rat mort, quoi. Bon, bref, il a survécu, mais je pense que ce n'est pas une expérience à faire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques chamaniques, c'était central. Et d'ailleurs, comme on en séchait pour l'année, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, il y a même des populations où les gens récupéraient l'urine de ceux qui avaient eu le droit, la chance et l'avantage social de consommer des amanites tumouches pour récupérer les principes actifs qui passent dans l'urine. L'amanite tumouche, et ça explique pas mal des effets qu'on a là, contient une molécule, la muscarine, qui est quelque chose qui interfère avec le fonctionnement synaptique, et qui interfère avec les récepteurs dits muscariniques, à cause justement du fait que l'Amanita muscaria, l'amanite tumouche, interfèrent avec leur fonctionnement. C'est des récepteurs donc à l'acétylcholine, un neurotransmetteur important du système nerveux central. Et en fait, la muscarine, qui est un des composés là, vient se fixer sur ce récepteur sans déclencher son fonctionnement, mais en empêchant qu'autre chose s'y fixe. Du coup, si jamais il y a une libération du neurotransmetteur qui doit exciter le neurone, eh bien le neurone n'est pas excité. Voilà. Donc c'est neurotrope. Ça vraiment s'interfère avec le système nerveux. L'amanite tumouche. Et à côté de moi, avant qu'on avance, encore là sur une branche qui est tombée, un reste, une cicatrice, un chaudron, encore une cicatrice de ce qui était un balai de sorcière. On voit la branche a été complètement déformée à ce niveau et elle a fait une espèce de nodule. Ça, c'est encore un Melampsorella caryophyllacearum qui a fait ça. Bon, on va avancer un petit peu. Poser des questions. Ces champignons-là, dans la médecine. Alors en fait, la muscarine aujourd'hui, je pense qu'on la fabrique plus directement. Le besoin est très faible, surtout un besoin pour des laboratoires pour soigner les gens. Mais si, historiquement, on a utilisé les champignons pour se soigner. Et vous savez que Ötzi, l'homme des glaces,
qui a été retrouvé avec sa besace. Hein. Il avait à la fois des perles de polypore du bouleau, il avait de l'amadou à bord, enfin, il avait plein de champignons et on pense que certains de ces champignons étaient utilisés soit en vermifuge, soit pour les soins. Non, il y a effectivement eu une grande présence dans la pharmacopée, mais maintenant c'est plutôt remplacé par des molécules synthétiques, ce qui a l'avantage d'éviter en fait tout le cocktail des autres molécules indésirables qui sont en autostop. Hein, on dit beaucoup de mal de la médecine basée sur des molécules chimiques synthétisées par l'industrie, mais au moins on évite. Enfin, le produit est purifié. Après, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Il y a des effets indésirables quand même, mais on sait de qui. Alors là, on a plusieurs choses à voir. Déjà, quelqu'un a trouvé par terre, Stéphane a trouvé par terre, ces branches d'arbres hyper ramifiées, vous voyez. Et non seulement hyper ramifiées, mais regardez, c'est du sapin. Normalement, le sapin, les branches, eh bien, elles partent horizontalement. Ici, il y a une perturbation de la perception de la gravité par la plante, et les branches ont tendance à se redresser ou à faire des nœuds. Ce qu'on voyait sur l'image précédente. Et là, regardez, hop, ça fait un nœud. Enfin, ça fait un aller-retour. Donc il y a non seulement plus de débourrement des bourgeons, donc ça fait plus de branches et ça fait un balai de sorcière, voilà. Et il y a aussi un problème de perception de la gravité qui fait que l'organisation habituelle des branches n'est plus respectée. Je vais prendre là une comparaison. Une branche normale, vous voyez qu'elle est dans un plan complètement. Et quand ça finit par tomber, eh ben, il reste un moignon renflé à la base, et c'est ce qu'on voyait juste avant. Ou c'est ce qu'on voit sur un tronc. Alors il y avait une deuxième chose là qui nous intéressait. Attention au barbelé. C'est qu'il y a fleur à peine. Alors là, j'étais obligé de le déterrer et de régler cette vieille question. Est-ce qu'on doit couper le pied du champignon ou pas? Alors, option 1, on ne coupe pas, on laisse la base du champignon et on prend que la partie émergée. Option 2, avec le couteau, on va chercher en profondeur et on soulève. Et là, alors, il y a des racines, oui, c'est pas facile, mais là, on a le champignon en entier. Alors, disons-le, le mycélium, la partie microscopique qu'il y a dans le sol, elle est diffuse et très étalée. On a regardé déjà, on a fait avec des études génétiques un peu poussées basées sur l'ADN, on a regardé où est l'ADN et donc où sont les filaments d'un champignon. Souvent, un champignon, l'individu, il couvre à plusieurs mètres carrés. Donc, c'est pas comme ça qu'on l'arrache. Parce que souvent, on dit oui, ça repousse parce que vous ne perturbez pas le mycélium. Mais souvent, le mycélium, il est loin sur les racines si c'est un champignon mycorhizien, un peu partout dans la matière morte si c'est un champignon décomposeur. Non. Il vaut mieux faire ça parce que là, vous avez la base. Vous avez la base en entier. Et vous voyez ici que c'est encore un de ces champignons qui a ramassé un petit peu tout. Et quand dans mes doigts, je fais rouler ce qui est venu avec la base du pied, il y a aussi des petits grains, il y a de la matière minérale. C'est encore un mycorhizien. Et là, c'est un champignon extrêmement friable. J'en ai deux, c'est pour ça que j'en sacrifie un. Il est friable et quand je caresse ses lames, elles cassent, regardez. D'habitude, quand on broie un champignon, genre champignon de Paris, bah, c'est tout filamenteux, quoi. Et bien oui, parce que même la partie massive, elle est faite de filaments. Donc souvent, les champignons, c'est assez filamenteux parce que c'est fait de filaments microscopiques assemblés ensemble. Et là, c'est bizarre, c'est friable. Ça se casse facilement. C'est une caractéristique du groupe des russules et des lactaires, où vous avez bien des filaments. Ces filaments sont faits d'une série de cellules, mais ces cellules sont élargies et peu cohérentes entre elles, ce qui fait que quand on perturbe la chose, ben, elle se détache facilement et ça fait une cassure un peu crayeuse et pas filamenteuse. Les russules et les lactaires, c'est un groupe dont les filaments sont finalement assez peu cohérents en eux-mêmes et donc c'est fait partie des rares champignons qui n'ont pas une structure filamenteuse à l'œil nu.
même si microscopiquement, on peut quand même retrouver les filaments. Alors, quand on sait que c'est une russule, ce qui est le cas ici, donc on est dans des russules, je pense, du groupe délicat, je ne vais pas faire le malin là-dessus, hein. Il suffit de goûter pour savoir si c'est comestible. En effet, chez les russules de nos régions, il faut être sûr que c'est une russule, les espèces incomestibles qui provoquent des diarrhées, hein, qui sont laxatives, c'est le pire qu'elles puissent faire, ont des terpènes, des composés terpéniques qui sont extrêmement brûlants et poivrés. Là, c'est le cas. Voilà. Donc, on va éviter de manger ça, hein. Mais c'est encore un champignon mycorhizien des arbres qui nous entourent. Et chose intéressante, on retrouve ici un autre type d'organisme qui mange des champignons. Regardez, elle est véreuse. Il y a des galeries de petits vers. Alors ces vers sont en fait les larves de petites mouches qu'on appelle des mycétophilidés, ce qui en grec veut dire ami des champignons. Enfin ami, c'est une amitié vorace, hein, puisque en fait, dans ces cas-là, à l'état larvaire, ces espèces-là, de diptères mycétophilidés, sont strictement mycophages. Voilà un exemple de choses qui ne mangent que du champignon. Et d'ailleurs, on comprend que les champignons, et notamment les parties reproductrices, les fructifications, accumulent des toxines. C'est pas contre l'homme, parce que l'homme n'est pas un prédateur de champignons à ce point-là. Non, non, en fait, il y a tout un tas de bestioles qui peuvent manger des champignons, et d'ailleurs là on voit que ça a été commencé par des limaces aussi, hein. Et donc, il y a un enjeu majeur à protéger, c'est très très poivré, hein. Il y a un enjeu majeur à protéger cette partie-là, le temps qu'elle produise ses spores. Et finalement, nous, la toxicité des champignons est sans doute une balle perdue. C'est pas à nous qu'elle s'adresse. C'est plutôt à des rongeurs, à des limaces, à des insectes, qui d'ailleurs pour beaucoup ont eu le temps d'évoluer et d'arriver à vivre avec, et donc qui en mangent quand même. Mais clairement, je pense que la toxicité des champignons, c'est un accident de l'évolution. C'est-à-dire qu'on vit mal un truc qui n'est pas fait contre nous. Oui, on peut présenter ça. Bon, là, il y a un petit Tyromyces, un petit polypore blanc à reflet bleu-gris. C'est maintenant cassé dans les postia, je crois. Est-ce qu'il est amer? Il n'est pas amer. Ah. Et donc, moyennant quoi, si j'avais venu en mémoire, je serais sûr que c'est Césius ou Subcésius, mais je ne sais pas lequel est lequel. Donc, on va laisser ça en suspens. Les bons auditeurs vont rajouter le nom. Il y a le blanc derrière. C'est encore Derrière après. un champignon, donc décomposeur du bois. On retrouve des lycogales, regardez là, du bois. Lycogala epidendron, donc ça c'est encore les myxomycètes de tout à l'heure. Mais ils sont encore jeunes. Et puis on a effectivement du bois mort qui est absolument superbe là. Parce que c'est une très belle pourriture blanche qui est en cours. Voilà. Alors j'ai essayé de faire une coupe là-dedans. Ouais, oh, on va avancer encore un peu. On va trouver plus tôt. Là, ça c'est un arbre qui a été tué par ce tout petit champignon. Schizophilie. Voilà. Non, non, qui a des pores en dessous, mais surtout qui est violet au bord. Je ne sais pas si c'est clair là. On voit, c'est violet au bord. Voilà. Et en fait, c'est un. Oui, on voit ici aussi. Et c'est ce champignon qui a tué cet arbre. Alors il l'a tué et encore de nouveau, vous voyez, on a le voli et puis la base, ce qu'on appelle la chandelle techniquement. On retrouve le même champignon, vous voyez, il est là, il est un peu plus sec, hein, là. En fait, là, bah, il est sec parce que ça sèche, hein, une chandelle comme ça, alors que le voli, lui, il est allongé par terre, donc il prend plus l'humidité. Du coup, le champignon prolifère bien plus et forme bien plus de fructification, c'est-à-dire produit plus de spores sur la partie à terre qui est humide que sur la partie dressée qui est plus sèche.
Bah. Parce que là, effectivement, on croise encore une russule. Ah, alors c'est très intéressant parce que bon, j'ai retiré cette russule, voilà, qui d'ailleurs est en train de se faire manger par une grosse limace. Je ne vais pas savoir la nommer, cette russule. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai là, dessous, tout un tas de mycorhizes jaunes. Regardez. Vous voyez que sur les racines, là, j'ai du champignon jaune. Vous voyez le champignon jaune? J'en ai plein là, qui pioncent sur les racines. Ces petites racines superficielles. Hein? Alors ça, c'est encore un champignon mycorhizien, mais j'ai d'autres mycorhizes, regardez. Là, j'ai une petite mycorhize très blanche. C'est assez riche en mycorhizes, là. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter le mycélium jaune, et donc bien visible à l'œil nu. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Ah, bah c'est bien, on va avoir de quoi boire ce soir. On voit très bien ce mycélium jaune, voilà, qui est lié aux racines par endroits. Et en fait, on le voit parce que là, en fait, il fait des cordons. Je vous présente Piloderma crosseum. Là, il est bien reconnaissable, lui, à l'état de mycélium. Oui, il y a des champignons qu'on peut reconnaître à l'état de mycélium. Et là, on voit très très bien ces cordons jaunes. Crosseum, voilà. C'est croisé, ça, Piloderma. Piloderma. Bah, ça veut dire qu'effectivement, à la surface de quelque chose, à la surface de sa peau, alors, je ne sais pas si c'est la surface de ses fructifications ou de ses cordons, hein, il doit y avoir des poils. Piloderma. Il a la peau poilue. Alors, on a aussi ici quelque chose qui est marrant, qui est un champignon gélatineux. C'est une trémelle. Alors les trémelles, c'est des champignons intéressants parce que vous pourriez vous dire qu'ils poussent sur du bois mort, donc ils mangent du bois mort. Moi j'ai toujours pensé ça quand j'étais gamin et que je faisais de la mycologie, je me disais bon voilà, c'est des décomposeurs du bois. C'est vrai qu'en dessous il y a du bois qui est en train de pourrir, mais en fait les trémelles sont des parasites de stéréum. Alors, on n'a pas donné le nom, mais tout à l'heure, le petit champignon qui avait sur l'arbre, qui avait sa chandelle et son volis, c'était Sterium gozapatum. Et là, c'est des petits champignons décomposeurs de bois qu'ils ont tués ou qui est mort de sa propre mort. Et ça, les trémelles, ce sont des parasites de ces champignons. Qui cannibalisent les Donc on pourrait se dire que c'est des champignons qui mangent du bois mort, mais non, en fait, ils mangent quelque chose qui mange du bois mort. Pas beau ça. Donc là, on a une autre niche écologique des champignons, c'est parasiter les champignons. Parasites de parasites ou de décomposeurs selon l'espèce de stéréum. Voilà, un champignon tout gélatineux. Tiens, si tu veux de la gélatine. Pas de gélatine, bon. Ah, on a un cortinaire. Bon. Ouais. Effectivement, c'est un cortinaire. On devine effectivement que c'est un cortinaire parce qu'on a des restes, regardez là, on a des restes du voile qui unit le bas du chapeau au pied. Et on a aussi, regardez, un dépôt rouille qui se fait sur le pied, au bout de mon doigt, parce que rapidement, bon bah, cette espèce de voile aranéeux, un fait de filament qui a entre le pied et le bord du chapeau, qui protège les lamelles quand elles sont jeunes. Quand elles sont jeunes, les spores sont pas mûrs, donc c'est pas la peine de dégager la place pour que les spores tombent. Par contre, il vaut mieux avoir des petits voiles protecteurs qui empêchent qu'il y ait des chocs ou que des trucs, si possible, hein, viennent manger les lamelles. Mais après, ça se résout complètement et on voit plus tellement ces filaments. Sauf que quand les spores tombent, or chez les cortinaires, les spores sont ocre-rouille, eh bien ça va laisser une marque ocre-rouille sur le pied. Et donc ça, à l'œil, même si on ne voit pas, surtout quand on a ma vue de 50 ans, on ne voit pas tellement les quelques filaments qui traînent, mais on voit le petit reflet rouille là, et on se dit, ah ouais tiens, ça c'est un cortinaire. Alors je pense qu'on est dans le groupe des Anomalus, mais je n'en mettrai pas ma main coupée. Et par contre, on a encore, regardez, on a un petit peu du tout venant. On n'a pas vraiment beaucoup de matière organique, mais on a aussi un peu de matière minérale. Ça c'est mycorhizien encore, mycorhizien des arbres. Donc, comme les russules, comme les... Alors là, on a un petit mycène blanc. Et puis on a par terre des jeunes
Ah, ben c'est très joli. C'est des jeunes cortinaires où là, on voit très très bien le voile aranéeux. On voit très bien qu'il y a une espèce de coton qui protège les lamelles. Et donc toujours ce pied que j'appelle propre, moi, c'est-à-dire que c'est pas un pied sale, mais est-ce qu'on va trouver des pieds sales? Les pieds sales, c'est ce qui est caractéristique des saprophytes de litière. Est-ce qu'on va en trouver? Ça, c'est une très belle veste de loup, échinulée, mais âgée. Alors les vestes de loup, hein, ça fait de la poussière quand on appuie dessus. T'as déjà joué avec? Ah, mais celle-là, elle est trop jeune. Les spores sont pas encore mûrs. Alors ça, les champignons, en fait, pour la production des spores, il y a un grand dilemme. Protéger ou pas. Alors vous allez me dire, il faut protéger la partie qui fabrique les spores. Oui, mais le problème, c'est que c'est le vent qui disperse. Donc plus c'est au contact du vent, mieux ce sera dispersé. Alors en fait, c'est comme souvent dans l'évolution, il n'y a pas de bonne solution. Quand vous faites un truc, vous en abîmez un autre. Je m'explique. On a vu des calocères tout à l'heure, qui ont la forme de petits buissons ramifiés. Alors là, il y a une surface énorme, et le vent balaye ça, et quand les spores sont produits, ils sont entraînés, il n'y a aucun problème. Dispersion optimale, protection. Ah bah alors là, dès qu'il tombe un truc dessus, dès qu'une bestiole arrive et commence à bouffer la surface, elle mange la partie productrice de spores. C'est l'horreur. Deuxième option, la protection totale. C'est la veste de loup. Alors la veste de loup, hein, vous avez donc vos spores qui sont maturés à l'intérieur. Et puis à terme, il y a toujours l'emballage autour. Donc souvent il y a un ostiole qui se perce et il faudra attendre des chocs pour que ça passe dans l'air. Hein, souvent on a les parents qui disent aux enfants qui sautent sur les vestes de loup là, pour faire de la poussière. Ils disent, mais non, il faut pas, il faut respecter Au contraire, respecter une veste de loup, c'est lui foutre des coups de pied dans la gueule quand elle est mûre. Parce que c'est ça qui disperse les spores. Ils ne se dispersent pas d'eux-mêmes. Donc protection optimale, dispersion. On attend qu'il y ait un enfant qui saute dessus ou un lapin qui court par-dessus. Enfin, vous voyez, c'est un peu quand même... Voilà. Et puis il y a l'intermédiaire, qui est un petit peu des deux. Alors c'est un peu protégé mais pas complètement. C'est mieux dispersé mais pas totalement. C'est tous les champignons qui font des anneaux ou des voiles comme les cortinaires, qui vont protéger transitoirement les lamelles. Et puis après, quand ça s'ouvre, eh bien les lamelles sont à l'air libre. Comme les coulmelles pour l'anneau, ou comme les cortinaires pour ce voile aranéeux, dont on n'a pas dit le nom, c'est une cortine. D'où le nom de cortinaire. C'est l'équivalent d'un anneau diffus. C'est chouette d'avoir trouvé ça, parce que c'est une jolie histoire. On a ici les restes d'un bolet. Alors moi je sais que c'est un bolet parce que je reconnais ce qui est jaune. Ce qui est jaune, c'est les spores d'un champignon qu'on appelle Chrysosplenium cepedonium ou Hypomyces. Alors je crois que c'est Aurantium ou Aurantiacum, mais j'ai un doute. Bon, ces Hypomyces, ce sont des champignons parasites de fructification de bolet. Donc c'est-à-dire que votre fructification de bolet, elle va très rapidement rentrer en déliquescence. Et ça fait un espèce de jus. Hein. Il n'en reste qu'un espèce de jus qui, vous voyez, sur les doigts, c'est tout juteux, c'est beurre. Simplement parce qu'en fait, ces Hypomyces produisent des enzymes qui digèrent le champignon. Exactement comme sur un camembert, les filaments de champignon produisent des enzymes qui digèrent le caillé plâtreux qui est à l'intérieur du camembert. Vous savez, vous avez une espèce de front de liquéfaction qui progresse. Donc c'est la digestion, quoi. Ça réduit en petites miettes moléculaires, en petites molécules, la structure du caillé dans le cas du camembert ou du champignon, là, et les petites molécules obtenues peuvent rentrer dans les cellules du champignon, alors soit du champignon de la croûte du camembert, soit ici de cette Hypomyces. Et ensuite, cette Hypomyces produit des spores qui vont être dispersés par le vent et aller regermer sur une autre fructification de bolet. Ça a une odeur très forte. Est-ce que vous voulez me dire ce que ça sent? Il y a une odeur très nette, hein. Très très nette. Allez Malo, ça sent pas bon, tu peux tenter? Ça pue, oui, mais ça pue quoi? Mais ça sent le vieux crabe pourri. Oui, oui. Mais oui, ça sent les fruits de mer pourris. Ça sent les fruits de mer. Exactement.
Au Ça Canada, sent la tête de crabe. il y a un hypomycète. Tête de crabe. En Ouais. Hypomycète lactifluorum, qui transforme des russules en une espèce de gros truc rose, informe, mais qui n'est pas digéré. C'est-à-dire qu'il est encore un peu ferme. Et ça, c'est hyper prisé parce que ça a le goût, alors l'oyster de homard ou d'écrevisse, ça a un goût de crustacé. Mais on transforme une russule complètement quelconque en quelque chose d'extrêmement apprécié, en un joyau gastronomique, avec cet hypomycète au Canada. Bon, ici, on a l'odeur, mais on n'a pas le plat à servir. Donc encore un parasite de champignon. Et c'est pas qu'un décomposeur, hein, c'est vraiment un truc qui va réduire la durée de vie de la fructification, donc la durée de production de spores. D'ailleurs, parce que ça, donc, c'est un tricolome colombette. Souvent, il se reconnaît un bleuissement de la base du pied, on en parlait à l'instant. À la loupe, j'arrive à voir qu'il y a quelques petites galeries d'insectes qui sont bleuis. Je ne sais pas si ça va sortir là avec le téléphone, mais souvent il y a un léger reflet effectivement bleu, qui est une réaction qu'on connaît encore mieux sur certains bolets, hein, qui bleuissent quand on les coupe. C'est souvent que les champignons changent de couleur à la cassure. On va revenir là-dessus, je vais tout de suite vous en montrer un autre. Donc on garde ce tricolome colombette, qui est un tricolome blanc. Alors moi j'ai toujours très peur de le manger parce que j'ai assez peur des confusions avec d'autres choses. Mais je vais tout de suite vous montrer un autre champignon qui change de couleur aussi à la cassure. Voilà. Super. Alors c'est un champignon ici qui, quand on le casse, il y a une sorte de lait un peu rouge qui coule. Bah, c'est un lactaire, oui. Alors les lactaires sont de la même famille que les russules, enfin du même grand groupe que les russules, c'est-à-dire qu'ils ont une chair très cassante. Alors attention, on va en parler tout de suite. Oui, celui-là peut se manger, mais c'est pas le meilleur, hein. Voilà, alors là donc j'en ai, il est très frais. Et si on attend un peu, mais malheureusement on ne va pas pouvoir faire la manip, nous, les zones rouges là qu'on a touchées vont devenir vertes. Alors ces changements de couleur là sont exactement de même nature que les changements de couleur qu'on a quand on coupe une pomme et qu'elle brunit. C'est des phénomènes d'oxydation qui font intervenir des tanins. Ces tanins, ils ont une certaine couleur, ou pas d'ailleurs. Dans la colombette par exemple, ils n'en ont pas. Ils ont une certaine couleur quand ils sont dans la cellule vivante, puis quand la cellule est abîmée, ils réagissent avec l'oxygène. Et éventuellement, ça les fait changer de couleur. Ce changement de couleur n'est pas vraiment utile en lui-même. Il ne veut rien dire en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils changent de couleur, ils réagissent avec l'oxygène, donc ils le captent. Et ça a un rôle antioxydant. Quand il y a une blessure, un des problèmes, c'est qu'il rentre beaucoup d'oxygène, et l'oxygène ça fait des radicaux libres, et ça peut abîmer les cellules. Donc ça permet de limiter les dégâts liés à l'oxygène. Et voilà la raison qui fait qu'il y a des changements de couleur quand on lèse un fruit. Bon, là souvent c'est brun, c'est un peu ennuyeux comme changement de couleur, c'est pas très gai. Chez les champignons, ça peut être des couleurs plus vives. Continuons sur les lactaires. Là, il se passe aussi autre chose. C'est qu'on voit qu'il coule comme un jus. Je ne sais pas si c'est très net pour la caméra, mais il coule comme un jus. Et ce jus, c'est parce qu'en fait, on a dit que nos champignons sont faits de filaments. Et même les parties massives, visibles à l'œil nu, sont faites de filaments serrés entre eux. Ici, certains filaments sont spécialisés. Ils sont plus gros que les autres. Et ils accumulent un liquide sous pression. Et en plus, ils sont montés en réseau. Ce qui fait que quand vous brisez quelque part, ça sort. Donc, vous savez, cette histoire-là, elle existe aussi chez les plantes. Il y a plein de plantes qui, quand vous les brisez, il y a un latex qui sort. La kélidoine, ça fait un latex jaune. Vous savez, c'est l'herbe à verrues. Parce que ce latex qui coule, ce lait qui coule, si on veut, on peut appeler ça un lait en botanique, hein. Ce latex qui coule, il contient des protéases, des enzymes qui détruisent la peau et qui notamment vont détruire la verrue. Vous avez ça sur les euphorbes comme l'EVA, enfin les plantes de la famille des euphorbes comme l'EVA
comme, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre, les euphorbes, pour ceux qui connaissent, l'herbato. Alors, on a aussi ça sur la laine, mais c'est encore une autre famille. Vous avez ça sur la laitue. L'actuda. Ah oui, la laitue, elle s'appelle comme ça parce que les laitues, les pissenlits, quand vous les coupez, il y a du lait qui coule. Et en fait, c'est la même chose. Il y a des réseaux de cellules qui ont fusionné entre elles et qui font un réseau qui contient un liquide sous pression. Et ce liquide sous pression, dès qu'il y a une blessure, il coule. Et vous voyez que c'est une convergence évolutive entre les plantes et les champignons. Et il contient toutes les molécules toxiques pour les agresseurs. Les protéases de la chélidoine, l'herbe à verrue, en fait, c'est des enzymes qui coupent les protéines. Et si jamais vous en mangez, ça va couper vos enzymes digestives, ça va vous couper la digestion. Dans ces cas-là, le lait, il contient tout un tas de terpènes et de tanins. Un peu d'ailleurs comme dans la laitue, si vous mettez la langue sur le latex de laitue, c'est horriblement brûlant, amer. Et là, pour le coup, ça manque pas. C'est un méga pic sur la langue. Bon, alors, c'est pas parce que ça pique quand c'est cru que c'est pas comestible. Il faut le cuire, et souvent quand on cuit, les tanins réagissent avec les protéines et s'oxydent, les terpènes partent dans le jus, bref, ça peut être plus comestible. En tout cas, ces laits sont des façons de se protéger. Regardez, il est beau ce lait rouge là. J'en ai plein la main. On dirait que je me suis coupé. Régis Marcon s'en est fait un nez orange hier. Voilà, bon, eh bien, les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Je fais avec la main ce qu'il fait au nez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, ça, ce sont des mycorhiziens ce groupe de champignons à lait rouge qui verdit avec le temps. On ne va pas avoir le temps de le faire verdir, malheureusement. C'est la section des laquaires, donc de la section d'Apétès, et ils sont, chose exceptionnelle, spécifiques de leur hôte. Alors, donc, parce qu'en général, les champignons mycorhiziens, ils peuvent s'intéresser à plusieurs arbres. Là, ceux-là, ils sont spécifiques des arbres. Donc, il faut regarder ce qu'il y a au-dessus. Et au-dessus, je vois des sapins. Donc, c'est salmonicolore, Lactarius salmonicolore, et c'est un bon comestible. J'ai hésité tout à l'heure parce que je ne savais pas, je n'avais pas regardé encore si c'était pas des épicéas. Alors dans ces cas-là, c'est des Thérémus, et lui, bon, il rabote plus les boyaux, quoi. Et puis, sous les pins, il y a le Deliciosus, qui est encore plus connu, qui lui verdit plus vite. Et le salmonicolore, il est couleur saumon, il nous dit son nom latin parce qu'il peine à verdir, il verdit très lentement. Et voilà, donc salmonicolore, c'est sous les sapins. Des Thérémus sous les épicéas et Deliciosus sous les pins. Et Deliciosus, il est bon. L'intérêt là de travailler avec le couteau pour avoir la base du champignon. Pourquoi? Ce champignon ressemble beaucoup à mon Tricholome colombette de tout à l'heure. Bon, d'accord, le bord a l'air un peu plus strié. Mais regardez, si je l'ai bien avec la base, je découvre qu'il a une volve, c'est-à-dire un sac, qui est en fait le reste d'un emballage qu'il y avait initialement autour de tout le champignon quand il était petit. Oui, parce que ça peut être aussi une façon de protéger finalement le champignon et ses lamelles, d'avoir un emballage. Cet emballage y persiste à moitié sous forme de sac et à moitié sous forme d'une espèce de grande écaille, regardez. Voilà, une grande écaille. Bon, allez, elle ne vient pas, je suis désolé. Une grande écaille qui est sur le chapeau là. Voilà, ça. Et ça, c'est la même chose que ce qu'on a sur la manite tumouche. Sur la manite tumouche, il n'y a pas de voile à la base, mais il y a plein de mouchetures blanches qui sont les restes du voile qu'il y avait tout autour du champignon quand il était jeune. Donc là, on est sur une amanite. Et pour le coup, sur une amanite toxique. Qu'est-ce qu'on dit là? Comme amanite. Vireuse? Pour moi, c'est virosa, oui. Parce qu'elle est décentrée? Parce qu'elle est décentrée, puis il y a aussi toutes ces petites mouchetures sur le pied. Bordure pectinée. Et vous remarquez que elle a, et puis la bordure, oui, c'était une des différences d'ailleurs avec le Tricholome colombette de tout à l'heure, la marche striée. Alors, vous remarquez qu'elle est commencée par elle est entamée par les limaces, et typiquement ça, un truc comme ça peut tuer un adulte. Oui. Voilà. Alors,
on va la laisser là. C'est encore un mycorhizien, hein, c'est ce pied où il y a un petit peu de tout qui vient. On peut la prendre pour On va la l'exposition. prendre. Non, à moins que vous ayez quelqu'un à massacrer. Oui, c'est ça. Pour l'exposition, Et ces ou amanites c'est sont très destiné à pernicieuses quelqu'un en parce qu'elles ont très particulier. bon goût. Dans un verre. Elles ont très bon goût. D'ailleurs, à l'odeur, c'est une odeur assez délicate. Mais vous êtes. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. C'est une dose. Et donc, quand on émet, C'est une texture c'est pas une- très délicate. Il ne faut surtout pas avaler parce que là, on peut s'intoxiquer. Mais par contact dans la bouche, et c'est un goût très léger, surtout c'est une texture, on dirait de la meringue. Un petit peu comme la manite des Césars. C'est ces structures qui se délitent dans la bouche, qui fondent. Les gens finissent le plat. Il n'y a pas d'indisposition au niveau de l'estomac, donc il n'y a pas de vomissement. Ça passe dans l'intestin, les toxines passent dans le sang et ça commence à détruire les reins, le foie. Et ça, les amanites, c'est diabolique parce qu'en fait, les gens finissent le plat est délicieux. Et puis évidemment, et ils ne le vomissent pas. Et 2-3 jours plus tard, ils ont des symptômes. Au début d'ailleurs, ils ne se rendent pas trop compte, ils ne voient pas le lien avec ce qui s'est passé, donc en plus ils ne consultent pas vite. Et ça peut tuer des gens. Donc il faut être très vigilant. Et l'intérêt de soulever la base, c'est d'avoir accès à des caractères diagnostiques complémentaires. Voilà. Bon. Eh ben, merci de votre attention. Merci à toi, Marc-André. Merci beaucoup Marc-André. Oui.